pour ceux qui n'auraient pas pu se connecter au premier webinaire qui s'est déroulé la semaine dernière, il a consisté en un panorama des contrôles fiscaux en Afrique francophone qui a été présenté donc par nos experts. Et bien évidemment, vous pouvez prendre contact à nouveau encore avec eux si jamais vous voulez avoir des points de focus ou certaines explications sur le déroulé des contrôles fiscaux dans cette zone. Un troisième webinaire suivra la semaine prochaine également sur la fiscalité des investissements. Et cette série des 3 webinaires, donc celui de la semaine dernière, celui d'aujourd'hui et celui de la semaine suivante, s'inscrivent dans le cadre de la 4e édition du Tax Campus. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le Tax Campus est un événement qui a été mis en place par Deloitte et Tage il y a 4 ans maintenant de cela, et qui offre aux opérateurs économiques qui interviennent sur l'Afrique francophone un cadre, un espace d'information et d'échange. Deloitte, en effet, est implanté en Afrique francophone sur 19 pays et il possède également un desk Afrique francophone à Paris. Et singulièrement, cette implantation, eh bien, elle permet de couvrir tous les pays de la zone et de bénéficier d'une réelle connaissance du terrain, non seulement donc des lois et des règlements de ces juridictions, mais également des pratiques et des acteurs locaux. Pratiques des agents de l'administration fiscale lors des contrôles, c'était l'objet du webinaire de la semaine dernière, relations avec les autorités institutionnelles, relations avec les autorités indépendantes, avec les greffes, avec le journal officiel, avec les directions des services, des ministères. Bref, relations avec tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, interviennent dans l'environnement juridique et fiscal dans ces pays, qui permet bien évidemment d'avoir un retour d'expérience et je dirais une connaissance du terrain qui est que peu de firmes ont en définitive. Vous avez bien évidemment la possibilité au cours de ce webinaire de poser des questions et de prendre rendez-vous également avec nos équipes. Vous avez un lien qui vous a été communiqué dans l'invitation à cet effet. Donc le Tax Campus est un espace d'échange. Échangeons, posez des questions, prenez rendez-vous, n'hésitez pas, c'est vraiment fait pour ça. Alors pour introduire le thème d'aujourd'hui, donc la structuration d'un deal en Afrique, je vais rappeler simplement quelques petits chiffres de façon préliminaire. Actuellement, la croissance du PIB de l'Afrique, eh bien, elle est supérieure à la moyenne mondiale. Elle est légèrement supérieure à la moyenne mondiale de 3% pour 2019 et elle est bien supérieure à celle des économies avancées qui est de 1,7%. Elle dépasse également celle des économies émergentes qui se trouvent hors de l'Afrique, à l'exclusion de la Chine et de l'Inde. Autre chiffre, en 2018, l'Afrique a connu la plus forte croissance mondiale des flux IDE, qui était de 11%. L'IDE en Afrique devrait augmenter de 15% en 2019, avec une légère accélération de la croissance économique et des progrès également dans l'intégration régionale. De même, et c'est un indice important, la rentabilité de l'IDE a rebondi à 6% en 2017, s'est encore améliorée en 2018 pour atteindre 6,5%. Donc des chiffres qui démontrent autant faire se peut l'appétence des investisseurs sur l'Afrique. Et en dehors de ces chiffres, il y a également la réalité du terrain qu'on constate pour ceux qui sont sur place. Un besoin d'infrastructure, une démographie qui est importante, des marchés à conquérir, de sorte que oui, l'Afrique aujourd'hui est une terre propice aux investissements. Et dans ce contexte, eh bien, les économies africaines, elles cherchent de façon tout à fait légitime à trouver, je dirais, un juste équilibre entre, d'une part, l'ouverture sur le commerce mondial et le besoin des devises, et d'autre part, eh bien, la protection des secteurs stratégiques, la promotion de son tissu économique, et notamment la promotion des PME et des industries de transformation. Du côté des investisseurs, il s'agit de garantir la sécurité juridique et la rentabilité de leurs projets. Et je dirais, cet équilibre forme le contexte du terrain en Afrique. Et bien évidemment, la structuration d'un deal en Afrique doit impérativement prendre en compte ce contexte local. Alors, je voulais introduire ce webinaire par ces quelques mots. Je vais céder maintenant la parole à Jean Bernardini, qui dirige le desk Afrique francophone à Paris et qui sera le modérateur de ce webinaire. Jean, je te passe la parole. Bonjour à tous. Très content de vous retrouver pour ce deuxième webinaire, donc la structuration d'un deal en Afrique. Donc on va démarrer avec on a démarré avec un bref rappel du contexte africain. Ensuite, on va introduire un propos un peu plus financier avec la valorisation et le financement d'une acquisition en Afrique.
On poursuivra ensuite avec la structuration de l'acquisition, donc structuration fiscale avec 3 thématiques, les conséquences fiscales à l'acquisition et à la sortie, le lieu et le choix d'implantation, donc ensuite d'une holding d'acquisition. Et ensuite, on terminera ce propos sur la structuration fiscale avec la taxation des revenus passifs, dividendes. On poursuivra ensuite avec la structuration donc juridique, avec les aspects réglementaires et les aspects juridiques, contractuels et corporate, pour finir ensuite sur la structuration donc post-closing avec un point de focus sur les prix de transfert. Donc pour démarrer donc ce webinaire structuration d'un deal en Afrique, on va poursuivre avec les aspects valorisation et financement. Et on a autour de ce webinaire donc Julien Léry, qui est notre associé à Financial Advisory, donc basé au Maroc. Bonjour Julien. Oui, bonjour, excusez-moi, j'ai eu une coupure Internet au bureau. Oui, je viens au bureau pour avoir une bonne connexion et puis une coupure au bureau. Donc, sur la partie valorisation, si on peut démarrer sur la partie valorisation, quels sont en fait, à ton sens, les enjeux à prendre en compte et à anticiper pour la structure d'un deal en Afrique qu'on anticipe moins dans un deal, je dirais, classique ou sur une autre géographie? Oui, alors les méthodes de valorisation sur un deal en Afrique sont les mêmes qu'un deal en Europe ou en France, donc il n'y a pas de spécificité sur les méthodes de valorisation en tant que telles. Par contre, ce qu'on peut retrouver sur un deal en Afrique, c'est la difficulté potentielle de s'appuyer sur des métriques fiables, que ce soit l'EBITDA ou la dette nette pour une valorisation par multiple, ou les cash flows futurs pour la méthode dite des prospectives de DCF. Voilà, donc c'est plus l'enjeu est plus pour l'investisseur en Afrique de déterminer de manière fiable les agrégats qui lui serviront de base à la valorisation. Alors, cette difficulté, elle provient notamment de 2 facteurs relativement objectifs et récurrents. C'est que sur des cibles en Afrique, on peut, de manière assez récurrente, rencontrer des problèmes de qualité d'information financière. Et ces problèmes peuvent être de différentes sources. Premièrement, déjà des comptes non audités ou alors des comptes audités par un cabinet local qui ne garantit pas forcément une information financière fiable et sincère, pour reprendre les termes. Moi, j'ai souvent rencontré des cibles en Afrique qui étaient auditées par des cabinets locaux et pour autant qui faisaient 50% de chiffre d'affaires informel, donc qui étaient certifiés sans réserve. Donc c'était pas une garantie en soi. Donc je dirais qu'effectivement, si les cibles ne sont pas auditées par les Big Four ou par Grant Thornton, Mazars, il y a quand même des précautions à prendre sur les opinions d'audit. Le deuxième source de problèmes de qualité, c'est qu'on peut avoir des méthodes et principes comptables qui ne sont pas homogènes d'une période à l'autre, et ce qui rend du coup la comparabilité de la performance historique des fois difficilement lisible. Le troisième source de problème, ça peut être la présence, j'en ai parlé, de chiffre d'affaires informel qu'on rencontre sur certains secteurs. Par exemple, dans le secteur de la santé et notamment plus particulièrement des cliniques privées au Maroc, il y a généralement une double comptabilité et pour autant, ce chiffre d'affaires informel, s'il n'est pas déclaré aux administrations, à l'administration fiscale, il est automatiquement déclaré à l'investisseur puisque l'investisseur doit le prendre en compte dans sa valorisation s'il veut pouvoir aboutir à un deal. Donc, et charge à l'investisseur et à son conseil d'avoir du confort sur ce chiffre d'affaires informel. Quatrième source de problème, ça peut être effectivement une pénurie de KPIs opérationnels qui peuvent compliquer la bonne compréhension de la performance historique. Cinquième point, ce serait, et qu'on rencontre également régulièrement, c'est l'absence de reporting mensuel, qui ne vient pas forcément de la volonté de pas suivre son activité, de monitorer son activité mensuellement, mais qui découle simplement d'une faiblesse du département financier, en ce sens qu'il n'y a pas de clôture mensuelle ou trimestrielle. Et ça a quand même un impact sur un deal, notamment quand on cherche à déterminer des ajustements de closing, et pour lequel on a besoin d'avoir des BFR, par exemple un BFR de référence, donc une référence pour l'ajustement. Si on n'a pas de reporting mensuel ou de BFR mensuel, par exemple, dans ce cas-là, c'est quand même assez compliqué de prévoir des ajustements de closing. Enfin, dernier point, c'est l'absence de
assez fréquemment également, les cibles n'ont pas forcément des business plans ou des modèles qui tiennent la route. Et donc, l'acheteur doit investir du temps et de l'argent pour construire son propre business plan et modèle. Voilà. Donc ça, c'est sur le sujet de la qualité de l'information financière qui est propre à la société. Et puis, quelque chose qui est exogène à la société, c'est le référentiel comptable local qui peut amener des ajustements significatifs sur l'EBITDA ou la dette nette quand on convertit en IFRS ou en US GAAP. Par exemple, le crédit bail en Moroccan GAAP est toujours traité comme il y a quelques années en French GAAP, c'est-à-dire sur une redevance P&L et pas comme un actif, voilà, et une dette. Donc voilà le genre également de précautions à prendre sur les référentiels comptables. Et sur les aspects donc sur l'aspect financement, compte tenu de la maturité, de la spécificité du marché africain et des actifs à financer, quels sont en fait les moyens et les sources de financement qui sont utilisés sur un deal en Afrique? Alors en Afrique, les sources de financement sont triples. En premier, on retrouve les banques commerciales locales, dont certaines sont panafricaines. Donc par exemple Ecobank, BOA, Attijari, BMCE sont des banques panafricaines qu'on retrouve dans la plupart des pays d'Afrique francophone. Après, donc ça c'est assez commun à l'Europe pour le coup. Deuxième source de financement, ce sont les institutionnels ou les DFI comme on dit en anglais. Donc type Proparco, BAD, DEG, Banque mondiale ou Bird. Et troisième source de financement, ce sont plutôt les financements qui peuvent faire l'objet de garanties export pour les grands projets d'infra et qui seront délivrés par les agences de crédit export des différents pays qui s'intéressent à la zone. Donc typiquement la BPI pour la France, China Exim pour la Chine, Development Finance Corporation pour les États-Unis, ou alors aussi certaines agences de crédit internationales ou régionales type MIGA ou Banque mondiale ou Afrexim Bank par exemple. Voilà. Donc ça c'est un peu les trois grandes sources de financement en Afrique. Sur la partie leverage en termes de financement, on est évidemment c'est notamment le cas pour les private equity, on n'est pas dans un marché de LBO mais plutôt de capital développement. On retrouve donc finalement dans tous les deals de PI que j'ai pu couvrir depuis 7-8 ans en Afrique, je dirais que 80% des deals sont 100% equity, très peu de LBO. Pour la simple et bonne raison que le levier de la dette est moins intéressant en Afrique. Les taux d'intérêt sont plus élevés. Il n'y a pas ou peu d'intégration fiscale effective. Il y a aussi l'importance des garanties qui sont demandées par les banques. Et puis, il ne faut pas non plus se voiler la face. Il y a aussi un professionnalisme et une réactivité des banques africaines qui n'est pas encore complètement au niveau. Donc, tout ça rend effectivement le LBO moins attractif. Merci Julien pour les précisions sur les aspects valorisation et financement. On va donc poursuivre avec la structuration de l'acquisition et démarrer donc avec la structuration fiscale et donc envisager les conséquences fiscales de la structuration de l'acquisition donc à l'acquisition et ensuite donc à la sortie. Donc on va couvrir ces aspects-là avec Thomas Mugneret qui est directeur de notre bureau de Deloitte au Gabon. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Donc sur la phase, je dirais donc d'amont d'acquisition, aujourd'hui on voit deux grandes problématiques. La première c'est peut-être la solidarité qu'on a de plus en plus sur la plus-value de sortie donc du vendeur, mais également la perte éventuelle de certains attributs fiscaux comme les pertes. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, absolument. Merci Jean. Donc en effet, quand on est du côté acquéreur dans une opération de ce type, eh bien il y a différents réflexes qu'on doit avoir. Et en premier lieu, le premier réflexe à étudier, c'est en général un bon réflexe, c'est la question des droits d'enregistrement qui ont trait sur ce type d'opération. Parce que effectivement, ces droits d'enregistrement, eh bien les pourcentages sont souvent assez élevés dans les juridictions africaines. Ces droits sont assis sur le prix de vente tel qu'il figure dans l'acte. Donc, les montants sont en général importants et doivent être pris en compte dès le moment où eh bien, on va valoriser le montant total du coût de l'opération. Alors ça, c'est le cadre général idéal, la façon dont on vous le présente, c'est-à-dire que c'est une somme qui est en général à la charge de l'acquéreur et qui est assise sur le prix tel qu'il figure dans l'acte, le SPA et l'acte d'acquisition. Maintenant, en pratique, eh bien, ça peut poser un certain nombre de difficultés. Déjà parce que classiquement, en matière de droit d'enregistrement, les juridictions ont prévu des mécanismes de solidarité. Donc, l'administration fiscale est en mesure d'aller chercher ce droit d'enregistrement aussi bien chez l'acquéreur
que chez le vendeur. Donc, ça implique de prendre en compte ces éléments-là aussi dans la rédaction de l'acte de cession de titre lorsqu'on prévoit le deal en amont, de prévoir des mécanismes dans lesquels on va indiquer qui va être le redevable final de cette somme, puisque si l'administration vient le chercher du côté du vendeur plutôt que de l'acquéreur, de voir dans quelle mesure une compensation va être possible. Donc, ces clauses-là ne sont pas opposables à l'administration fiscale de manière classique. Par contre, elles permettent tout de même d'organiser le redevable final de ce montant par le biais d'actions récursoires entre les différentes parties à l'acte. Donc ça, c'est un premier point à prendre en compte et à anticiper dans le cadre de la rédaction des actes de cession. Ensuite, l'administration dispose également classiquement du pouvoir de réévaluer le montant de l'acte, et ça, c'est très important lorsqu'on opère, notamment dans des restructurations intragroupes. Donc l'administration est en mesure de recalculer sur la base des méthodes qu'on évoquait au début de ce propos avec Julien, de revoir quel serait le montant réel de la cession des titres et donc de recalculer l'assiette de calcul des droits d'enregistrement. Puis enfin, ces droits d'enregistrement, dernière problématique, ils peuvent très souvent être dus dans les différents états auxquels appartiennent les parties à l'acte, parce que pour des raisons de preuve et de possibilité de produire l'acte en justice, l'acte de cession doit au préalable être enregistré dans un grand nombre de juridictions. Et on a en matière de droit d'enregistrement assez peu de mesures qui évitent les doubles impositions. Donc dans ces cas-là, on va avoir véritablement des risques d'avoir les droits d'enregistrement à payer dans différentes juridictions, et peu de textes, comme le fait notamment la convention CEMAC, prévoit une possibilité d'imputer dans un pays les droits d'enregistrement payés dans un autre. Voilà. Donc ça, c'est le mécanisme vraiment en matière de droit d'enregistrement qui doit rester à l'esprit. On a donc une solidarité qui est une solidarité de droit. On ne peut pas l'exclure notamment de manière indirecte dans une logique différente pour la question de la plus-value. Alors là, la plus-value, c'est plutôt une problématique vendeur dans la majorité des cas. Cependant, dans le cas notamment des cessions qui ont lieu hors de la juridiction en question, hors de l'état de source où se trouve l'entité en question, ces pays, au niveau de la cible, ont mis en place progressivement des mécanismes pour permettre d'imposer aussi à leur niveau des plus-values qui sont réalisées à l'étranger. Donc pas se limiter seulement à l'imposition dans l'état de résidence du cédant des titres, mais aussi d'avoir des mécanismes qui leur permettent à leur niveau d'appréhender tout ou partie de la plus-value réalisée. Et donc ça, c'est très important aussi, et ça doit aussi. Donc ça, Thomas, on est d'accord. On est plutôt donc sur la phase, je dirais, aval au moment de la sortie. Bon, effectivement, il y a cet aspect de solidarité entre l'acquéreur et le vendeur, mais cet aspect je dirais, sur la taxation de la plus-value, sur les cessions indirectes, c'est un sujet c'est un sujet qu'on monitore plutôt également à la sortie, c'est ça? Alors, c'est effectivement une question qu'on voit à la sortie, mais elle est aussi importante pour l'acquéreur au départ parce que des mécanismes de plus en plus se mettent en place dans lesquels c'est la cible qui devient la redevable de l'imposition sur les plus-values. Donc, finalement, cette cible, au moment où elle est redevable de l'impôt, elle est déjà dans le chef de l'acquéreur. Donc, finalement, si là, on n'a pas non plus anticipé les conséquences de cette opération en assurant que la cible est en mesure de collecter l'impôt correspondant à la plus-value au niveau du vendeur, finalement, c'est l'acquéreur qui, à terme, se trouve obligé de financer ce montant. C'est quand même une problématique à prendre au niveau de l'acquéreur. Et donc, sur le dernier point concernant les problématiques liées à l'acquisition, il faut aussi faire attention aux éventuelles conséquences indirectes que peut avoir notamment un changement de contrôle sur la cible. On a certains cas dans lesquels les déficits ordinaires reportables sont remis en cause à partir du moment où on a un changement de contrôle, et donc ces points-là doivent aussi être vérifiés pour éviter que dans le cadre de la valorisation de la cible elle-même, on ait des éléments fiscaux qui sont parfois extra-comptables, mais des éléments fiscaux qui se trouvent annulés. Et donc ça c'était sur l'aspect, je dirais sur l'aspect acquisition, et maintenant sur l'aspect sortie et donc cession de la cible. Quels sont les points d'attention à prendre en considération? Alors, le point principal à garder à l'esprit, c'est que de plus en plus, les cessions qui vont avoir lieu en haut dans la chaîne de détention, parfois très loin des différents états dans lesquels se trouvent les sociétés finales, les sociétés cibles, de plus en plus, ces états s'arrogent le droit de participer à l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession. Donc, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Maintenant, les états sont en mesure de tracer les cessions qui ont lieu à l'étranger, parfois même au niveau hors Afrique, par le biais de la documentation prix de transfert, par le biais de plus en plus d'annexes qui doivent être fournies à l'alias fiscal et qui vont prévoir un détail qui va parfois aller jusqu'au Ultimate Beneficial Owner, donc l'ensemble de la chaîne de détention. Donc les États sont maintenant en mesure de tracer les cessions indirectes qui ont lieu à l'étranger, hors de leur juridiction, et mettre en place des mécanismes où lorsque
une société qui se trouve dans l'État en question représente une part significative de l'actif, directement ou indirectement, de la société dont les titres sont cédés, eh bien, il s'arroge le droit d'imposer localement tout ou partie de cette plus-value. Et donc, ce sont aussi des mécanismes qui doivent être pris en compte lorsque l'on structure le deal dans l'ordre des étapes qui vont avoir lieu pour obtenir la structure finale. Parce que ça veut dire que dans l'idéal, eh bien, il va falloir préparer le plus possible la structure en amont et faire rentrer les entités africaines au dernier moment lorsque la structure est constituée. Sinon, à chaque étape de réorganisation, eh bien, on a le risque que certains pays dont les sociétés représentent une part significative de l'actif consolidé des entreprises qui sont cédées, eh bien que chacune de ces étapes redéclenche un fait générateur fiscal. D'accord. Et pour finir simplement sur encore 2 points sur cette question, on constatera que même si les cessions sont de plus en plus imposables en Afrique, on déplorera tout de même le fait que la notion de cession ne soit pas encore clairement définie. Elle recouvre classiquement les opérations de vente, donc pour du cash, vraiment l'opération classique, les opérations d'apport en société, donc quand on fait une contribution au capital contre une rémunération en titres. Mais la situation est beaucoup moins claire lorsqu'on procède à des distributions de titres ou à des redomiciliations de sociétés en haut de la chaîne de détention. Eh bien, est-ce que ces éléments-là sont considérés comme des éléments qui génèrent une plus-value imposable? Et puis le dernier point, c'est aussi toujours de garder à l'esprit la possibilité d'interprétation d'une convention fiscale sur ce type de questions. Convention fiscale, là aussi, qui souvent manque de définition. On a des textes qui classiquement prennent en compte les problématiques de prépondérance immobilière, les notions de participation substantielle et la notion de prépondérance immobilière, notamment, s'apprécie de manière différente selon les juridictions. On prend parfois en compte les établissements et les immeubles qui sont affectés à l'exploitation, dans d'autres cas non. Donc certaines conventions sont précises sur ce point et d'autres non. Donc c'est très important là aussi, au cas par cas, de vérifier qui se voit attribuer le droit d'imposer dans le cadre de l'application des conventions, en vérifiant les définitions et l'interprétation que font les administrations fiscales locales. Merci beaucoup Thomas pour ces aspects sur les conséquences fiscales à l'acquisition et à la sortie. On va poursuivre donc avec les aspects fiscaux concernant la localisation donc du véhicule d'acquisition, donc avec Vincent Martin qui est notre directeur de Deloitte au Luxembourg. Bonjour Vincent. Bonjour Jean, bonjour à tous. Je pense que la première question c'est quels sont les choix qui vont motiver donc la localisation de la holding d'un point de vue fiscal pour la structuration d'un deal en Afrique? Alors, le choix de la localisation d'une holding va être impacté par différents critères. Alors, il y a des critères commerciaux d'une part qui vont être pris en considération. Par exemple, les besoins des investisseurs en type de typologie de véhicule, régulé ou pas, la protection qui est offerte aux investisseurs par le véhicule, les protections et la flexibilité offerte à la holding elle-même par le système juridique de son pays de résidence, l'existence de prestataires de services et de gérants indépendants locaux qui ont une forte connaissance de l'industrie et du marché, ou encore l'existence de traités bilatéraux d'investissement qui permettent à la société holding de bénéficier de certaines protections dans le pays d'investissement, notamment en termes d'expropriation. D'autre part, il y a également des critères fiscaux, bien évidemment, qui justifient la localisation de la holding. Notamment, on va s'attacher surtout à regarder ou à rechercher une juridiction qui bénéficie d'un régime mère-fille qui offre une exonération la plus large possible, voire totale, sur les revenus qui sont perçus de la cible, l'absence de retenue à la source sur les distributions lors des remontées de fonds aux investisseurs, ou encore un réseau étendu de conventions fiscales. On parle, quand on structure un deal en Afrique, c'est vrai qu'il y a naturellement, on peut penser à une holding en France, compte tenu de la couverture des conventions fiscales que la France peut avoir avec plusieurs pays d'Afrique, mais on voit aussi beaucoup la structuration de deals en Afrique via le Luxembourg et également l'île Maurice. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques mots sur les choix? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les choix qui motivent un petit peu cette structure Luxembourg ou Maurice? Bien sûr. Alors effectivement, quand on parle d'Afrique francophone, la France a une place de choix quand on recherche un pays dans lequel implanter sa holding. Néanmoins, comme tu le fais remarquer, le Luxembourg, il est devenu de plus en plus présent sur le marché africain, dans son ensemble, donc Afrique francophone, mais de manière plus large également.
Et on voit de plus en plus de holdings, de groupes commerciaux ou des fonds d'investissement alternatifs qui viennent être mis en place au Luxembourg. Alors l'attrait du Luxembourg vient principalement du fait que historiquement il est vu et il est effectivement une juridiction holding très compétitive, et il a également une forte pratique des fonds d'investissement alternatifs. Récemment, on a vu également que le Luxembourg bénéficie un petit peu du fait que Maurice est moins en vue, compte tenu du blacklisting par l'UE, ou encore suite à la dénonciation de certaines conventions fiscales par des États africains. Mais Maurice reste néanmoins une destination attractive pour l'Afrique, et on peut la combiner avec Luxembourg. Ça, j'y reviendrai un peu plus tard par la suite. Le succès des structures qui sont utilisées au Luxembourg, il est justifié, je pense, également par le fait que l'environnement juridique, fiscal, réglementaire luxembourgeois, il a évolué pour s'aligner au nouveau contexte international, notamment avec l'arrivée de BEPS, des instruments multilatéraux, ou encore l'augmentation des exigences en termes de substance au niveau européen, avec les décisions récentes de la CJUE. La structure typique que l'on voit, qu'on peut observer quand on structure un deal à travers le Luxembourg, c'est en premier donc une société holding, la plupart du temps sous forme de SARL, ou un fonds d'investissement dans lequel on va venir pooler l'ensemble des investisseurs, ou uniquement les investisseurs européens dans le cadre de structures parallèles. Structure avec des fonds parallèles. En ce qui concerne la structure fonds plus particulièrement, juste pour faire un petit focus sur ce point-là, il y a un fort développement des fonds alternatifs avec un focus sur l'Afrique au Luxembourg. C'est lié au fait que le Luxembourg possède déjà une large gamme de types de fonds d'investissement qui peuvent être offerts aux investisseurs. Et on voit plus particulièrement une grande proportion des fonds qui sont mis en place sous la forme d'un fonds d'investissement alternatif réservé, donc le FIAR, qui est un véhicule extrêmement flexible qui a été mis en place il y a quelques années par le Luxembourg, qu'on voit généralement mis en place sous forme de société en commandite spéciale, c'est-à-dire une forme fiscale transparente, mais qui peut être également mis en place sous forme de SCA, SA ou SARL. Tout ça dépend vraiment des objectifs et des besoins des investisseurs, mais aussi du promoteur du fonds. L'avantage du FIAR, c'est qu'il offre tous les bénéfices d'une structure régulée pour les investisseurs, sans que le fonds lui-même ne soit régulé directement. En fait, l'obligation réglementaire, elle va être placée au niveau du gestionnaire du fonds, qui doit être un gestionnaire agréé au sens de la directive AIFM. On peut pour cela avoir recours à un gestionnaire de fonds tiers, ou encore obtenir sa propre licence. Mais l'avantage principal, c'est que ça permet de mettre le fonds immédiatement sur le marché sans avoir à obtenir d'accord préalable de la part du régulateur au Luxembourg. Et enfin, d'un point de vue fiscal, le fonds, il offre une neutralité fiscale totale pour les investisseurs. Au-delà du fonds, pour de nombreuses raisons, notamment des raisons juridiques, parce que on va éviter que le fonds contracte directement, ou pour des raisons bancaires, on va avoir besoin d'une société opaque pour certaines opérations, ou encore pour des raisons fiscales, pour pouvoir bénéficier de directives européennes ou d'un réseau de traités. On va interposer entre le fonds et la cible une société holding luxembourgeoise. Et c'est primordial parce que l'accès aux conventions fiscales, ça va être comme un point déterminant dans le succès de la structure, tout du moins fiscalement. Ça va permettre, dans un premier temps, de pouvoir bénéficier de taux de retenue à la source réduits, dans le cadre du cours de la vie de la structure, mais également au moment de la sortie, ça va permettre, dans le cadre des conventions, on a une allocation exclusive du droit de taxer les plus-values au pays d'établissement de la holding, donc au Luxembourg, une exonération totale des revenus en cas de sortie. Pour finir, donc l'acquisition de la cible peut se faire soit directement à travers la holding luxembourgeoise, parce que le Luxembourg a un réseau de traités qui s'étend de plus en plus avec les États africains, mais on peut également, et c'est ce qu'on voit aussi régulièrement, utiliser une plateforme régionale, et cette plateforme régionale va se trouver la plupart du temps à Maurice. Le choix de Maurice est justifié par trois raisons principales, à mon sens. La première, c'est que Maurice offre un système fiscal relativement avantageux.
Jusqu'à l'année dernière, il y avait deux types d'entités qui coexistaient. C'est encore plus ou moins le cas parce qu'il y a une période de transition. Il y avait les sociétés type GBC1 qui sont des entités totalement taxables, mais qui bénéficient d'une exonération d'un crédit fictif de 80% sur leur impôt, ce qui rapporte la charge fiscale totale à peu près une taxation effective de 3%. Et d'autre part, il y avait également les GBC2 qui sont des entités qui sont totalement exonérées. Donc, Maurice a souhaité répondre aux critiques internationales qui ont été faites sur son régime fiscal. Et donc, Maurice a entamé une grande réforme fiscale à travers sa loi de finances 2018-2019 en abolissant le régime des GBC2. Ça, ces entités-là vont arriver à terme, ne vont plus exister à partir de juin 2021. Et Maurice a également aboli le système de crédit d'impôt fictif. Désormais, les sociétés mauriciennes sont des sociétés totalement taxables. Néanmoins, elles bénéficient d'une exonération de 80% sur un certain nombre de revenus. Et ça couvre les dividendes de sources étrangères, les intérêts, les redevances. Deuxième raison qui justifie le choix de Maurice, c'est bien évidemment le réseau de traités fiscaux qui est très large avec les pays africains. Et enfin, la dernière raison, c'est que Maurice a également un réseau de conventions bilatérales d'investissement qui offrent des protections d'investisseurs également très larges avec les pays africains. Et Vincent, tu l'as rappelé dans ton propos, aujourd'hui, le contexte de fiscalité internationale se durcit et on parle donc de plus en plus de substances. Donc, j'imagine que ce soit le Luxembourg ou Maurice, on n'échappe pas à cette notion de substance, donc qui est un facteur important, en tout cas à monitorer dans le cadre de la structuration d'un deal. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Ouais, tout à fait. Donc, effectivement, il y a eu sur les dernières années, on a vu l'environnement fiscal évoluer de manière assez impressionnante. On a vu un renforcement très important des règles fiscales. Il y a une volonté des États d'aligner les règles fiscales entre eux. Ça s'est vu à travers le développement des rapports BEPS par l'OCDE. Et ces rapports, ils ont abouti en Europe à l'implémentation des directives ATAD 1 et ATAD 2 et plus largement au niveau mondial à l'implémentation des instruments multilatéraux qui impactent une grande majorité des traités fiscaux, des conventions fiscales qui sont applicables. Un point particulièrement mis en avant dans le cadre de ces changements, c'est la lutte contre ce qu'on appelle le treaty shopping. Donc c'est typiquement un point à prendre en considération quand on veut localiser une société holding. Et il y a tout un ensemble de règles qui ont été mis en place pour limiter le bénéfice des directives européennes ou des traités aux seules sociétés dont la présence est justifiée pour des raisons autres que des raisons fiscales. C'est un mouvement de durcissement au niveau européen qui va très certainement s'étendre également à l'Afrique. Et on voit déjà l'Afrique certains pays africains qui remettent en cause l'utilisation de conventions fiscales avec Maurice ou qui tout simplement apportent une attention beaucoup plus grande lorsqu'il y a des flux d'échanges entre Maurice et des États africains. Je pense qu'on peut dire pour conclure sur ce point, c'est qu'au-delà des recommandations de substances classiques qu'on peut avoir, c'est-à-dire un conseil de gérance qui est composé majoritairement de gérants locaux, le déplacement des gérants étrangers sur place pour prendre les décisions, l'allocation de bureaux par la société holding, je pense que désormais c'est vraiment important de comprendre qu'il faut justifier l'utilisation de la société holding pour des raisons commerciales valables. Ça peut être des raisons qui sont juridiques, réglementaires, mais réfléchir à un modèle opérationnel qui permet d'allouer des fonctions spécifiques au holding afin de renforcer leur statut de bénéficiaire effectif. Le but d'utiliser la holding ne doit plus être en premier lieu un but fiscal. Et au Luxembourg, c'est un petit peu ce à quoi je faisais référence dans mes propos précédemment, c'est qu'au Luxembourg, ça se matérialise par la combinaison de la structure fonds et de la structure holding afin de renforcer la justification de l'usage Luxembourg comme une plateforme d'investissement. Au niveau de Maurice, le mouvement qu'on peut observer, c'est qu'on voit que Maurice est utilisé plus comme une plateforme régionale du fait de la spécificité du marché africain et de la connaissance que Maurice peut apporter sur ce marché-là, avec des fonctions spécifiquement liées à la gestion des investissements et des flux dans cette zone géographique. Merci beaucoup Vincent. Donc on va terminer cette partie sur la structuration fiscale avec la taxation donc des revenus passifs.
Et on va poursuivre donc avec Grégoire Chasse, qui est notre associé au Maroc, et Badara Niang, notre associé au Sénégal et sur l'Afrique de l'Ouest. Bonjour à vous deux. Bonjour tout le monde. Donc peut-être sur le premier point sur les revenus passifs, donc sur les dividendes. On sait que le sujet important, c'est évidemment la retenue à la source sur ces dividendes et le fait que potentiellement elles soient pas récupérables du fait de l'absence d'imposition des dividendes, comme ça peut être le cas en France. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu détailler ou étayer le propos sur ce flux sur les dividendes? Oui, Jean. Alors, juste pour introduire justement les revenus passifs, pour expliquer exactement de quoi on parle. Précisons que bien évidemment, une fois la société cible acquise par l'investisseur, celui-ci attend de son investissement qu'il génère des revenus qui seront de trois ordres: les dividendes, comme tu viens de le dire, les intérêts dans le cas d'un financement par la dette de la cible une fois acquise, et ensuite de redevances ou management fees selon que on lui attribue une marque ou pas pour les redevances. Et donc l'investisseur, lui, ce qu'il souhaite, c'est bien évidemment connaître et aussi limiter autant que faire se peut la fiscalité de ses flux. Et donc il va essayer de connaître les leviers qui lui permettent de limiter ses flux. Donc, comme on vient de l'évoquer, le levier principal, c'est bien évidemment l'existence d'une convention fiscale entre le pays d'établissement de l'investisseur et le pays de la cible, parce que cette convention a pour but, comme son nom l'indique, d'éviter les doubles impositions et donc organise justement l'attribution de l'imposition de ces flux, de ces revenus à l'un des deux pays et interdit à l'autre de le faire. Parfois, il organise cette fiscalité entre les deux pays, comme on va le voir, comme tu le préconisais sur les dividendes, où aujourd'hui, pour la fiscalité des dividendes, l'impact qu'on retrouve dans le pays de la société cible, c'est que le droit domestique prévoit une retenue à la source sur ces dividendes qui sont versés. La convention fiscale, s'il y en a une, et en général l'investisseur prend bien soin d'investir dans les pays d'Afrique à partir d'un pays où il y a une convention fiscale, comme on l'a vu avant avec Vincent, soit en utilisant une holding dans un pays à fiscalité privilégiée, ou d'un pays comme la France qui bénéficie quand même du régime Murphy et qui a un réseau conventionnel très étoffé avec les pays d'Afrique, ce qui permet de limiter cette retenue à la source. Donc en général, de l'ordre dans les pays varie entre 10 jusqu'à 20%, et les conventions fiscales peuvent la réduire sensiblement jusqu'à 5%, même si en moyenne on est plutôt autour de 10%. Ça, Grégoire, c'est sur la partie, je dirais, sur cette partie dividende qui est la partie la plus classique pour remonter du profit au niveau du groupe, au niveau de la holding. Sur les intérêts, quels sont les points d'attention fiscaux à prendre en compte? On parle de plus en plus de l'implantation de règles de sous-capitalisation, comme on l'a vu en Europe et comme on en voit de plus en plus en Afrique. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot avec Badara sur le versement des intérêts et les conséquences fiscales qui peuvent être liées à ce flux particulier? Alors, je vais laisser Badara nous préciser un petit peu la tendance en matière de sous-capitalisation. Je voudrais juste préciser qu'au niveau des intérêts, les deux points d'attention sont bien évidemment la déductibilité de ces intérêts, qui peuvent être limités par des règles de sous-capitalisation qui sont de plus en plus en vigueur dans les pays africains. L'existence dans chacun de ces pays de règles réglementaires qui fixent un taux de déductibilité maximale. Au Maroc, aujourd'hui, par exemple, il est de 2,23, il est revu tous les ans. Au-delà de ce taux, les intérêts ne sont pas déductibles.
Et si on applique un taux supérieur, la partie supérieure sera requalifiée en distribution occulte et sera taxée sous cette qualification, donc c'est-à-dire non déductible, retenue à source sur dividende. Et l'autre point, c'est aussi la retenue à la source qui peut varier selon les conventions fiscales. Mais je vais laisser Badara un peu développer les problématiques de sous-capitalisation qu'on rencontre dans les différents pays d'Afrique. Oui, alors c'est vrai. Merci beaucoup, Grégoire. En fait, il y a depuis quelques temps, nous avons noté, et c'est un point qui devient un point d'inquiétude de plus en plus grandissant, c'est un renforcement des règles de sous-capitalisation dans nos pays. Et c'est un peu dans le sillage des règles du BEPS, en fait, qui ont donné des indications, des guidance pour remettre à niveau les règles de sous-capitalisation dans nos pays. Historiquement, on limitait les déductibilité des intérêts compte courant associés en tenant compte du taux de la Banque centrale qu'on majorait de 2 ou 3 points, en tenant compte du montant du capital, c'était souvent 1,5. Mais depuis quelques temps, et c'est devenu tendance générale, on a élargi le champ justement des limitations en tenant compte de l'EBITDA. Donc en fait, ils font une distinction de plus en plus classique entre les dettes intragroupes locales, entre des sociétés qui sont toutes locales, et les dettes intragroupes entre des sociétés locales et les maisons mères étrangères. Et dans ce dernier cas, souvent, on implique dans le calcul de l'endettement global de l'entité locale, on tient compte donc on met un plafond qui est de 15%, souvent, c'est variable, mais le taux le plus régulier, c'est 15% de l'EBITDA, quel que soit le niveau d'endettement de la société locale. On considère que quand ça dépasse 15% de l'EBITDA corrigé, eh bien, l'excédent doit être réintégré. Ça, c'est vraiment la nouveauté. Et après, ils vont plus loin en disant que après, on met un deuxième bouclier qui est de dire que dans tous les cas, on tient compte également de l'endettement hors groupe, c'est-à-dire y compris des endettements bancaires, pour calculer le ratio d'endettement. Et là, on permet de dire que si la société s'endette et que son niveau d'endettement est supérieur au niveau d'endettement du groupe, donc de la maison mère, eh bien, l'excédent est complètement rejeté. Mais si on calcule le ratio d'endettement de la maison mère et qu'on peut prouver que ce niveau d'endettement est supérieur au niveau d'endettement de la cible africaine, eh bien, on peut accepter la déductibilité des intérêts. Donc, ce point-là, il est devenu un point très actuel dans le calcul des comptes courants associés. Il faut en tenir compte. Il y a aussi un autre élément que je voulais ajouter sur ce sujet des comptes courants associés, et ça, c'est vraiment tout nouveau. Au Sénégal, que je vais citer, la nouvelle loi de finances a prévu d'exclure le droit à déduction de la TVA qui grève les intérêts des dettes souscrites à l'étranger. En fait, ça ne vise pas spécifiquement les intérêts des dettes, mais ça vise la TVA pour compte de tiers de manière générale. Donc, historiquement, la TVA pour compte de tiers au Sénégal était déductible s'il y avait une preuve que le revenu en question était soumis à une taxe directe, retenue à la source au titre des BNC ou retenue à la source au titre des impôts sur le revenu de créance. Mais ils ont ajouté une condition là, dans la nouvelle loi de finances en cours de discussion, qui dit que la TVA pour compte de tiers ne sera déductible que s'il est prouvé que la prestation concernée est un transfert de technologie. Cela veut dire que si c'est un intérêt de compte courant, soit un intérêt de dette souscrit à l'étranger, eh bien la TVA devient un élément de coût. Ça veut dire que vous aurez 18% de coûts supplémentaires qui vient majorer le coût de la dette, donc le service de la dette. Ça, c'est un élément nouveau extrêmement important à tenir en compte. Je voulais aussi rapidement revenir, Jean, sur les dividendes. On n'a pas évoqué les présomptions de distribution. Grégoire a bien couvert les questions de distribution directe de dividendes. Mais la notion de présomption de distribution de dividendes aussi, c'est un point qu'il faut regarder parce que ça concerne notamment les acquisitions de succursales. Si vous achetez bien une installation sous forme de succursale, il y a une règle qui pose comme principe que le revenu net, eh bien, il est présumé être distribué et donc soumis à un retenue à la source. Et la spécificité, c'est que les conventions fiscales, si elles sont applicables, permettent d'éviter cette présomption de distribution. Et depuis quelques mois, l'administration fiscale sénégalaise en particulier accepte qu'on apporte la preuve par un PV de la maison mère qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au niveau de la maison mère pour échapper à la présomption de distribution de dividendes au niveau de la succursale.
Donc ça, c'est un élément aussi à tenir en compte, notamment pour les projets en cours pour lesquels l'entité cible s'est consultée localement sous forme de succursale, que dans tous les cas, la présomption de distribution en ce qui concerne les succursales françaises, eh bien, elle tombe si on peut apporter la preuve par un PV idéalement enregistré que la maison mère n'a pas distribué de dividendes. Ça, c'est un élément intéressant qui fait que les redressements entrepris sur la base des présomptions de redressement sont aujourd'hui abandonnés de plus en plus si on apporte la preuve de l'absence de distribution. Merci Badara pour cette précision. Le dernier point, donc on a évoqué les dividendes, on a évoqué les intérêts. Le dernier point concerne évidemment donc les redevances et le paiement de management fees. Donc on a différentes problématiques sur ce flux. On a évidemment donc la notion large de redevance et donc l'application de revenu à la source. On a également les mêmes limitations, des limitations ou l'existence de limitations à la déduction de ces redevances ou management fees. Et également on a des bloqueurs de type réglementation d'échange pour le paiement de ces flux-là. Donc Grégoire, Badara, est-ce qu'on peut avoir des petites précisions sur ces aspects fiscaux autour de la notion donc de redevance et de management fees? Oui, merci Jean. Juste pour finir sur les intérêts, c'est juste un petit point de précision, mais c'est important parce que ça arrive assez souvent. C'est qu'il y a des possibilités d'éviter la retenue à la source sur les intérêts dans le cadre de financement intragroupe selon certaines conditions, et ça existe dans certains pays à partir du moment où on a des prêts qui sont réalisés en devise, donc qui permettent de rentrer de la devise dans le pays de la cible et qui sont accordés sur une certaine durée, donc ce qui permet à ce pays de profiter de ces devises sur une certaine durée. Par exemple, au Maroc, si vous financez votre cible pendant une durée supérieure à 10 ans en apportant les devises ce prêt financé en devises, vous serez exonéré de retenue à la source. Donc ça, c'est aussi des aspects à prendre en compte quand on pense à financer la cible par de la dette. Donc pour la fiscalité des redevances et management fees, donc en général tous les pays d'Afrique sont très très regardants sur ces revenus parce que ça a été pendant très longtemps une source d'évasion fiscale importante, où les cibles se faisaient facturer des redevances de marque ou autres et des montants importants de management fees sans que ça corresponde forcément à une réalité, et les administrations fiscales de tous les pays se sont focalisées là-dessus pour bien évidemment limiter cette sortie de flux et bien évidemment aussi de réduction du résultat taxable en local, parce que ces management fees à partir du moment où ils sont importants, ils réduisent la base imposable dans ces pays-là. Donc cette source de perte en tout cas fiscale fait qu'aujourd'hui les administrations sont ultra concentrées sur cette question et sont intraitables si on ne peut pas apporter différents éléments qui justifient la réalité de ces management fees, tant en termes de réalité, d'intérêt pour la société et de prix, en tout cas de la marge qui est calculée qui permet le calcul de ces management fees. Donc le sujet principal, c'est ça, c'est de bien documenter ces redevances ou ces management fees, en général par le biais d'un contrat qui va clairement définir le contenu de cette assistance, des prestations, comment elles sont rendues, qui se charge de les réaliser, et pour justement éviter que l'administration en cas de contrôle conteste leur réalité et leur volume, constituer des dossiers avec des timesheets, des gens vraiment dédiés à cette à la tenue d'un registre de ces management fees pour pouvoir le présenter à l'administration en cas de contrôle et justifier leur réalité et le prix qui est réalisé. Donc d'ailleurs, ça va de pair avec la documentation prix de transfert, où bien évidemment les management fees et les redevances doivent être inclus dans les flux revus pour justifier le pricing qui va être fixé pour ces redevances. Alors, je vais juste peut-être ajouter un commentaire sur ces flux-là intra-groupe. Là également, c'est pas forcément une bonne nouvelle. En tout cas, il y a un nouvel article qui a été introduit au Sénégal l'année dernière qui dit que pour les succursales sénégalaises de sociétés étrangères, en dehors des remboursements de frais,
aucun flux de services n'est accepté pour de l'utilité au niveau de l'impôt sur les sociétés. Cela veut dire que si on met de côté les frais de siège, pour lesquels on a des règles classiques qui sont connues, la maison mère ne peut pas facturer à sa succursale sénégalaise aucune charge, aucun service autre que des remboursements de frais prouvés comme étant des charges et des remboursements de frais réels. Donc, du coup, il faudra tenir compte de ça parce que ça également, c'est une disposition qui suit les directives de l'OCDE pour le BEPS, qui font qu'on limite les transferts les facturations intra-groupes entre une succursale et sa maison mère. On veut carrément prouver, d'un point de vue fiscal, que la succursale, même si c'est un sujet fiscal à part entière pour les calculs de l'IS, ne sera pas considérée comme une entité juridique séparée de sa maison mère, sauf pour les remboursements de frais. Donc, il faudra faire très attention, notamment pour les gros projets dans nos pays où on met en place une succursale à qui on alloue tout le revenu réalisé, eh bien, en se disant que la maison mère va facturer sa quote-part sous forme de service, ça risque de ne plus passer parce que c'est un article qui est introduit et qui va être introduit dans les autres pays de toute façon. C'est la première fois que nous avons vu cet article être appliqué au Sénégal. C'est un nouvel article qui est introduit depuis 1 an et ils ont appliqué ça dans un cas que nous avons suivi en disant que on ne peut pas accepter de service entre la succursale et la maison mère. On accepte des frais de siège, on accepte des remboursements de frais. Et encore une fois, les remboursements de frais dont il s'agit, ils ont dit qu'ils vont définir plus tard ce qu'ils appellent remboursement de frais. Mais par contre, il faut savoir que ce ne sont pas des salaires qu'on paye aux employés de la maison mère. C'est forcément des achats de services par la maison mère pour le compte de la succursale et pas un remboursement des frais engagés par la maison mère directement pour le paiement de ses propres salariés. Ça, c'est vraiment un point d'attention qu'il faut également surveiller dans le cas des succursales françaises sur des projets d'infrastructure notamment. Donc, juste pour terminer sur le propos donc de la structuration fiscale, les points d'importance, évidemment, donc les limitations dont on a parlé, qui sont parfois des limitations légales qu'on a au Cameroun, donc des pourcentages de chiffre d'affaires pour la déduction de tout ce qui va être redevance ou assistance technique et management fees. On a la même chose en Côte d'Ivoire, donc une limitation de 20% des frais généraux à 5% du chiffre d'affaires. On a la même chose au Gabon avec 10% du résultat imposable et qui est passé maintenant à 5% avec la loi de finances rectificative pour 2020. Donc on a un durcissement en tout cas une implémentation, je dirais, de ces mesures qui visent de facto en fait la limitation à la déduction de ces flux de redevances ou de management fees, donc dont il faut tenir compte pour la structuration d'un deal. Et on a également des sujets donc de réglementation d'échange, puisque le paiement de ces quand on parle de redevances et de management fees, on parle souvent de transfert de savoir-faire. Donc les pays africains sont de plus en plus regardants pour que le transfert de savoir-faire s'opère directement au niveau des pays, et donc qu'on évite qu'il y ait des flux sortants pour rémunérer ce savoir-faire. Donc il y a de plus en plus de contrôle d'échange. Donc on a ça sur la zone Maghreb évidemment. Et on a également ça dans des pays comme le Nigeria ou le Ghana. Donc le Nigeria avec le NOTAP et le Ghana avec le filtre du GIPC. Donc voilà, c'était simplement pour terminer ce propos sur la structuration fiscale et sur les revenus passifs. Je vais maintenant laisser la main à Yves Madre pour introduire le propos sur la structuration juridique avec deux aspects. Donc le premier aspect, donc l'aspect réglementaire, ensuite l'aspect négociation contractuelle et corporate. Merci Jean. Oui, un petit mot quand même sur la structuration juridique. Alors, avant de passer la parole à Marie Petit, qui dirige la practice légale sur le Maroc et qui développera ces aspects de structuration juridique et de documentation juridique qui vont formaliser et qui vont encadrer le deal. Un petit mot simplement sur les aspects regulatory et local content. Ils sont extrêmement importants il est extrêmement important de les appréhender de façon très complète en amont du deal, non seulement parce que, en définitive, ils impactent directement les contraintes du deal, obligation d'avoir des minoritaires, obligation d'avoir l'État comme partenaire, obligation de renouveler un agrément, mais également parce que en définitive, dans une très large mesure, ils interviennent également dans le séquençage de l'opération.
Alors, une fois qu'on a dit ça, bien évidemment, on pense à la réglementation sectorielle dans laquelle le deal va s'inscrire. Un exemple immédiat, par exemple, en RDC, dans le secteur minier, si jamais il y a un deal qui doit être fait sur une cible, sur un opérateur minier, bien évidemment, il va y avoir, je dirais, tous les aspects local content à prendre en compte, et notamment la participation de l'État lors, par exemple, si la cible a des permis d'exploitation. Il peut y avoir également, non pas une réglementation sectorielle à prendre en compte, mais il peut y en avoir plusieurs. Je prends un exemple tout simple. On a eu récemment un client qui avait un deal sur la monétique. Et en définitive, on a été obligé de prendre en compte à la fois la réglementation bancaire, il y avait un agrément au niveau de la Banque centrale du Congo, et également au niveau de la loi sur les télécoms, parce qu'il y avait un agrément également du ministère des technologies et de l'information. Donc, il peut y avoir non pas une réglementation sectorielle, mais plusieurs, nationales, mais il peut y en avoir également plusieurs à différents niveaux. C'est-à-dire, il peut y avoir une réglementation, par exemple, nationale qui superpose également avec une réglementation sous-régionale. Un exemple immédiat, c'est par exemple, si vous avez un deal au Gabon, vous avez une réglementation gabonaise de la concurrence qui définit, par exemple, la concentration en référence à certains critères. Et ces critères ne sont pas ceux qui sont retenus par la réglementation CEMAC, donc la réglementation sous-régionale, qui impose d'autres critères. Et de même, la réglementation gabonaise impose une procédure d'agrément en local auprès du ministre en charge de l'économie. Et vous avez la réglementation CEMAC qui, elle, va imposer une procédure avec un contrôle préalable auprès du Conseil communautaire de la concurrence. Il y a bien évidemment énormément de choses à dire et à développer sur ces aspects-là. Le point fondamental, c'est de dire que tous ces points ces poches de local content doivent être fouillées de façon absolument complète, parce qu'en fait, si elle n'est pas de façon complète, alors elle l'est de façon inexacte, et ça va impacter le deal. Vous avez par exemple, on parlait de la réglementation CEMAC, les instances CEMAC peuvent ensuite venir dire arrêter le projet d'acquisition complètement. Voilà, je dirais un bref chapeau. Je passe la parole à Marie Petit, donc pour la suite de ces développements. Marie. Oui, bonjour Yves, merci et bonjour à tous. Alors en effet, le regulatory doit toujours être anticipé en vue d'une acquisition, et de manière générale, l'un des objectifs principaux du juridique dans le process d'acquisition, et peut-être en particulier en Afrique, c'est d'anticiper pour sécuriser. Donc aujourd'hui, plutôt que de revoir et de balayer en détail le contenu d'une documentation d'acquisition, qui finalement est assez standardisée aujourd'hui, l'objectif, c'est plutôt de présenter les réflexes juridiques importants à avoir tout au long du process d'acquisition. Et le premier réflexe fondamental, il intervient dès le stade de la due diligence. Donc la due diligence juridique, elle est là bien sûr pour confirmer le cadre légal et réglementaire applicable à l'opération, d'évaluer la conformité juridique de la cible, mais elle doit aussi être réalisée à la lumière de l'opération et permettre d'anticiper les conditions juridiques préalables à la réalisation de l'opération. Et là, on revient sur les aspects réglementaires. Donc, par exemple, obtenir l'autorisation de l'autorité de la concurrence locale, selon l'activité, obtenir un agrément de la Banque centrale. Enfin, il peut y avoir divers organismes publics intervenant dans l'autorisation préalable de l'opération. Ça peut être également des autorisations ministérielles, des autorisations d'exploitation, par exemple d'une clinique. Ça peut être une autorisation de construire définitive pour un projet immobilier. Qui en plus sont des éléments qui auront été valorisés en amont et qui doivent donc figurer dans la liste des conditions préalables dans la documentation juridique, donc dans le contrat d'acquisition ou le contrat d'investissement. Ça peut également être des autorisations de tiers, donc ça c'est quasi systématique dans une opération, autorisation préalable de la banque, du crédit bailleur ou du bailleur. Ça peut être également des demandes de main levée, par exemple de nantissement sur titre ou sur fonds de commerce, des mains levées de prénotation sur titre foncier. Ça peut être également de prévoir le transfert de droits qui aurait été
enregistrés à titre personnel par l'associé fondateur, ça arrive assez souvent, et notamment sur des dépôts de marques. Donc on le voit, toutes ces conditions doivent être listées et anticipées au stade de la due diligence. Donc celle-ci peut également mettre en lumière certaines irrégularités qui peut-être peuvent être plus fréquentes sur une opération dans un contexte africain, notamment par rapport aux pratiques locales des différentes juridictions, qui, par exemple, au Maroc, peut être parfois expliquée par une certaine méconnaissance du droit. Par exemple, on peut souvent rencontrer des conventions de prêt accordées par une société à son gérant, alors que il s'agit de conventions interdites. On peut avoir des contrats majeurs dans l'activité de la cible qui ne sont pas formalisés par écrit. Après, on peut avoir aussi des conditions financières non respectées, comme des situations nettes négatives. Donc voilà, parfois on constate donc des irrégularités. On peut aussi assez fréquemment rencontrer une certaine désorganisation de la cible. Et donc c'est là encore une fois quelque chose qu'on peut anticiper en prévoyant une réorganisation préalable de la cible, du groupe cible, en amont de l'opération. Voilà, parce que parfois historiquement des fondateurs ont créé un groupe qui va finalement être d'une taille significative, mais avec une enfilade de sociétés qui sont directement détenues. Il peut y avoir des documents juridiques, des dépôts qui sont pas à jour. Enfin, beaucoup on peut quelque part régulariser, assainir le groupe cible en le restructurant au préalable. Ce qui se fait souvent, c'est de reclasser les titres des différentes entités du groupe cible sous une holding qui sera constituée par les fondateurs, par les cédants. De préférence, on ira vers une société anonyme, en tout cas au Maroc, pour avoir une meilleure gouvernance et pour avoir plus de mécanismes légaux de contrôle. Et donc cette réorganisation préalable peut impliquer, donc comme je disais, de nombreuses opérations en capital. Ça peut être des reclassements ou rétrocessions de titres, des augmentations de capital, mais aussi des procédures juridiques type procédures d'agrément qui peuvent prendre du temps. Marie, une petite question également, j'en parlais tout à l'heure de l'importance de maîtriser le calendrier. Donc, dans le contexte que tu décris, que faire en définitive pour avoir une bonne maîtrise de ce calendrier? Tu peux nous dire quelques mots? Alors effectivement, ce qui est le plus efficace en pratique, c'est d'intégrer dans la documentation d'acquisition ce qu'on appelle un step plan de l'opération, et qui justement va être un document un document structurant qui va être le fil conducteur des étapes de l'opération. Donc, comme je l'ai dit, donc là, on intervient juste après la due deal. Comme j'ai dit, peut avoir des opérations préalables. Comme on a dit, toutes les autorisations à obtenir en amont. Ce document va aussi permettre de détailler les responsabilités de chaque intervenant à l'opération et également anticiper le post-closing. Qui peut être assez important, surtout en Afrique, d'anticiper tout ce qui est autour de la réalisation effective de l'opération, c'est-à-dire la durée des formalités d'enregistrement, la durée des formalités de dépôt au greffe, éventuellement parfois l'intervention obligatoire d'un notaire sur certaines opérations, la procédure de certification des signatures, qui peut prendre beaucoup de temps quand on a des signataires à l'étranger, et également d'envisager en amont toutes les déclarations ou notifications post-closing, donc qui n'ont pas été des conditions préalables à l'opération, mais qui seront quand même nécessaires de suivre après le closing de l'opération. Alors effectivement, tu viens de le signaler, hein, dans la plupart des juridictions africaines, il y a un contrôle d'échange qui est très impactant, qu'il faut absolument avoir à l'esprit. Comment cette réglementation d'échange, elle impacte en définitive une acquisition? Alors, elle l'impacte à plusieurs niveaux et qui est vraiment un élément à avoir en tête systématiquement
quand on envisage une opération d'acquisition en Afrique, parce que la plupart des juridictions connaissent un contrôle d'échange. La première chose, en amont, et là on est encore une fois dans nos conditions préalables à la réalisation de l'opération, quand on rédige le contrat d'acquisition d'investissement, il peut y avoir certains flux qui sont soumis à autorisation préalable de l'office d'échange. Donc, je pense au Maroc en particulier. Le paiement, donc éventuel, mais de l'indemnisation de l'acquéreur au titre de la convention de garantie est soumis à autorisation préalable de l'office d'échange. Donc, systématiquement, on va solliciter cette autorisation, bien sûr pour sécuriser ce flux éventuel, mais quand même, on va solliciter l'autorisation de l'office d'échange en amont. Bien sûr, il faut faire très attention au formalisme à respecter lors du closing, enfin le post-closing immédiat, pour garantir, encore une fois, le paiement effectif des flux. Donc, c'est surtout un formalisme bancaire. Donc, le paiement des flux, c'est le paiement des dividendes. Ça peut être la réalisation d'une réduction de capital, le paiement des intérêts, de convention d'avance en compte courant. Ou à la fin le rapatriement du produit de cession. Donc il est très important de centraliser et de conserver ces documents, parce qu'en pratique on voit parfois des problèmes d'archivage de ces documents, et il faut que l'opérateur prenne en charge cet archivage, parce que si on le laisse du côté de la banque, ça peut créer quelques problèmes et ensuite vraiment des complications pour effectuer les paiements. Et l'office d'échange intervient, on l'a déjà mentionné, mais également sur les contrats donc qui vont être mis en place après le closing, et notamment les contrats d'assistance technique qu'on voit beaucoup, en tout cas au Maroc. Donc on parle du paiement des management fees, et en fait on voit que les réglementations sont en train d'évoluer pour être de plus en plus calquées sur les législations, les conditions fiscales. Et donc par exemple juridiquement au Maroc, on a des conditions qui sont des conditions réglementaires de contrôle d'échange, de justification de la réalité des prestations, d'individualisation de la méthode de prix à chaque prestation, de proportionnalité du prix par rapport à la prestation vendue, et du coup un des éléments très importants en pratique, c'est la documentation et la capacité à documenter le respect des conditions que je viens de viser. Et là, on y reviendra tout à l'heure, d'où l'importance de mettre en place une politique de prix de transfert et de conclure, de rédiger des contrats en conformité avec cette politique de prix de transfert. Marie, tu as raison, hein, le contrôle d'échange est fondamental. Dans certaines juridictions, il y a aussi un contrôle du capital, par exemple en Algérie, hein, le fameux 49-51 qui d'ailleurs vient d'être assoupli cet été. Face à ce contrôle du capital, comment sécuriser la relation avec le partenaire local en définitive? Alors, oui, effectivement, la sécurisation, c'est un point aussi également fondamental. Sécuriser la direction et la gouvernance, et sécuriser la détention du capital. Donc, le document fondamental à cet effet, c'est le pacte d'actionnaires. Donc là, le propos, c'est pas de développer vraiment en détail le pacte, parce que ça serait trop long, c'est pas l'objet aujourd'hui. Mais en gardant en tête ces deux éléments, ces deux objectifs de sécuriser la gouvernance et les relations entre actionnaires et de sécuriser la détention du capital, on peut justement, par exemple, on prend l'exemple de l'Algérie où, même s'il est assoupli, on a encore, et notamment pour des raisons de protection de secteur stratégique, cette règle du 49-51. Donc 51 étant le partenaire local. Là, la signature, la négociation, la rédaction du pacte est particulièrement importante, parce que elle va permettre de rééquilibrer les droits du minoritaire par rapport au majoritaire local, et rééquilibrer par rapport à la réalité du partenariat. Et par exemple, une des clauses fondamentales du pacte dans cet objectif, c'est la liste des décisions essentielles. Donc, on va donner un droit de veto aux minoritaires sur un nombre de décisions
qui en général sont toute opération en capital, toute modification des statuts, le recours à l'emprunt au-delà d'un certain niveau, le changement de principe comptable, voilà, des éléments, des décisions fondamentales qui sur laquelle l'actionnaire minoritaire doit pouvoir garder la main. Et on peut également prévoir, et on prévoit souvent, ce qu'on appelle des clauses de bad leaver, donc lister des conditions, des cas de défaut, d'ailleurs, ce sont souvent des clauses bilatérales, on va dire un cas de défaut d'un actionnaire. On pense à la faute de gestion. Ça peut être également une condition de performance. Ça peut être un cas de violation de la documentation d'acquisition ou de la loi, bien sûr. Dans ces cas-là, on va mettre en place des promesses de cession et des promesses d'achat de titres qui vont sécuriser la sortie de l'un des actionnaires en cas de défaut, avec en général, bien sûr, une décote sur la valorisation. Et le deuxième aspect de sécurisation de la détention du capital, il s'agit ici des conditions qui encadrent les transferts de titres. Elles sont très nombreuses. On peut prévoir à peu près ce qu'on veut contractuellement, des périodes d'inaliénabilité, des droits de préemption, des droits de sortie conjointe pour le minoritaire, des droits d'obligation de sortie pour le majoritaire, et toutes ces clauses doivent être rédigées avec soin et également être assorties de sanctions qui vont sécuriser l'effectivité de ces clauses. Donc en général, bien sûr, on sanctionne par une nullité des transferts, et pour que cette nullité soit d'autant plus efficace, et surtout si on est dans un rapport avec un minoritaire local très important, de sécuriser le registre des transferts des titres de la société, le registre des mouvements de titres, peu importe son nom, pour, par exemple, chez un séquestre, pour finalement avoir la main sur l'opposabilité, l'absence d'opposabilité d'éventuelles cessions en violation du pacte. Merci beaucoup, Marie. Merci Yves sur ces aspects. On va terminer donc cette présentation avec un petit focus donc sur les prix de transfert, et notamment sur les aspects donc de structuration post-closing. Donc c'est vrai que c'est un point d'attention une fois qu'on a fait ces due diligence, une fois que l'acquisition est effectuée. Il peut y avoir effectivement la revue de certains aspects de compliance, et on a notamment cet aspect donc prix de transfert. Donc Thomas, peut-être pour juste finir en quelques minutes sur ces aspects prix de transfert et structuration. Thomas, 30 secondes avant de prendre la parole, je voulais simplement rappeler, je dirais, aux participants que juste après ton intervention, qui va durer 2-3 minutes, on est un peu pris par le temps, il y a la possibilité de poser des questions. Il y aura une session de Q&A. Donc, à tous les participants, n'hésitez pas à poser vos questions pour qu'on puisse y répondre. Mais, pardon Thomas, allez, je te passe la parole. Merci. Donc très rapidement, sans revenir en détail sur les transactions qui sont concernées par les problématiques de prix de transfert, puisqu'on les a déjà bien détaillées dans d'autres points, au plan juridique, au plan fiscal. Toutes les opérations sont susceptibles d'être couvertes par la doctrine en matière de prix de transfert, opérations de financement, management fees, les redevances de propriété intellectuelle, la mise à disposition de personnel. Donc le champ d'application est très large. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'approche prix de transfert et les régimes de prix de transfert sont des dispositions qui se sont généralisées dans les pays africains sur les dernières années, qu'elles sont généralement en ligne avec les approches qui sont préconisées par l'OCDE, mais que cependant, pays par pays, il convient toujours de regarder quelle est la pratique locale, parce que certains pays dérivent par rapport à la ligne directrice générale des principes directeurs de l'OCDE. Donc déjà, il est important de vérifier localement de quelle manière les prix de transfert fonctionnent dans le pays en question. Les transactions qui sont considérées comme contrôlées ne sont pas toutes définies pareil. Certaines ne visent que les transactions qui sont avec des sociétés de l'étranger. Certaines ne concernent que les opérations au-delà d'un certain montant. Donc, il y a tout un ensemble de critères qu'il faut prendre en compte pays par pays et vérifier dans le cadre de la mise en place d'une politique prix de transfert au niveau du groupe.
Ça, c'est le premier élément à retenir. Et puis le deuxième, c'est que lorsqu'on est dans une logique de prix de transfert, on a généralement des obligations de documentation ou de déclaration. Alors là aussi, les obligations de reporting diffèrent d'une juridiction à l'autre. Dans certains cas, on va avoir simplement l'obligation de reporter les chiffres dans une déclaration sans avoir de justification poussée du respect du principe de pleine concurrence, donc du fait que les opérations sont globalement valorisées dans des conditions qui seraient celles qui seraient applicables entre des sociétés qui ne feraient pas partie d'un groupe. Ça, c'est la première approche. Et puis la deuxième approche, certains pays sont plus complets et demandent la préparation d'une documentation prix de transfert. C'est le cas du Gabon, par exemple, qui va inclure à la fois le fichier groupe, donc au niveau de l'ensemble des sociétés qui composent le groupe en question, complété par un fichier local qui est centré sur les activités de l'entreprise gabonaise. Voilà, donc globalement, les prix de transfert se sont répandus au cours des dernières années sur l'Afrique avec des pratiques parfois différentes autour d'une unification sur la logique OCDE, mais qui réclament tout de même de prendre en compte systématiquement quel est exactement le corpus juridique local et la manière dont ces problématiques sont appréhendées pays par pays. Thomas, donc on a eu donc des questions dans le cadre du Q&A. On va prendre ces questions donc, au fil de l'eau. La première question concerne le point qui a été abordé justement par Thomas dans le cadre de l'acquisition et de la sortie, également sur les cessions, la taxation dans le plus-value en cas de cession indirecte. Et la question portait sur quelles sont les juridictions qui appréhendent ce dispositif-là. Donc je pense qu'on peut évidemment raisonner en termes de juridiction, puisque il y a certaines juridictions qui prévoient ce dispositif de manière légale. Donc, on a notamment en Afrique de l'Est, on a l'Ouganda, l'Éthiopie, en Afrique francophone, on a le Gabon, on a le Niger, le Bénin, il y a le Cameroun qui introduit ce dispositif dans la loi de finances. Mais je pense que il y a deux autres prismes au-delà je dirais du dispositif légal qui peut prévoir en fait l'appréhension, la taxation de plus-value en cas de cession directe. Pour moi, les deux autres prismes, il y en a un qui est plutôt avoir une approche secteur, puisque par exemple dans le cadre de tout ce qui va être oil and gas, et Yves l'a mentionné dans le cadre aussi de l'activité minière, on peut avoir des dispositifs sectoriels qui prévoient justement cette taxation directement des plus-values en cas de cession indirecte d'une société locale. Donc, je pense absolument, oui, effectivement, sur le point des problématiques sectorielles, c'est vrai que c'est toujours un point à prendre en compte également. On l'avait pas fait dans le panel général, mais pour les secteurs importants, secteur minier, secteur pétrolier, bien effectivement, il faut regarder parce qu'il y a différents niveaux de lecture qui permettent de définir les cas d'imposition ou d'exonération d'imposition. On va avoir au niveau des CEPP, donc les contrats d'exploitation pétrolière, on va avoir à ce niveau-là certaines dispositions qui peuvent être dérogatoires. Le code des hydrocarbures prévoit en général aussi des dispositions spécifiques qui permettent parfois des réorganisations intragroupes qui vont se faire en franchise d'impôt, donc absence de plus-value, absence de droit d'enregistrement. Donc on a là effectivement sur le volet sectoriel des dispositions complémentaires qui s'articulent avec celles de droit commun qu'on a évoquées dans la première partie. Exactement. Donc et en plus de ça, oui, Badara, je t'en prie. Ça, c'est un très bon point pour les industries extractives. Ce qu'il faut souligner pour le cas du Sénégal, ils ont mis les cessions indirectes comme taxables dans le cas des industries extractives. Mais le pire, c'est que tous les projets miniers et pétroliers avaient des conventions avec des clauses de stabilisation. Et la loi sur les taxations de plus-value des cessions indirectes a été votée en 2019. Ils ont redressé toutes les transactions qui sont déroulées cette année. Je vous parle de 200 millions d'euros de redressement dans chaque cas qui a été constaté. Et ils se sont opposés à l'application de la clause de stabilisation. Ça, c'est vraiment un point d'attention parce qu'ils disent que la clause de stabilisation ne joue que pour les opérations minières. Et quand vous cédez des intérêts miniers ou pétroliers, vous n'êtes pas en train de faire une opération minière. Donc, par conséquent, vous ne pouvez pas vous prévaloir de la clause de stabilisation. Je pense que ça, c'est vraiment un point très, très important pour les cas de cession indirecte. C'est que les projets qui ont des conventions minières stabilisées risquent de ne pas pouvoir se prévaloir de leur clause de stabilisation pour s'opposer à la taxation de leur plus-value de cession indirecte. Donc, un petit point également, ça c'est extrêmement important, hein, je dirais le sort des clauses de stabilisation. On a eu un schéma un peu similaire, nous, à l'occasion de la réflexion du code minier en RDC, où il y avait une clause de stabilisation dans la loi minière de 2002 et qui a été, je dirais, pas battue en brèche, mais extrêmement rogné par le nouveau code en 2018. Hein. Donc,
Donc, de la stabilisation, c'est un point très fondamental. Donc au final, on a effectivement donc des cessions indirectes qui sont appréhendées, donc comme l'a rappelé Thomas, dans le droit commun, donc dans le code général des impôts, quel que soit le secteur d'activité. On a des cessions indirectes qui sont appréhendées donc de manière plus directe, de manière sectorielle, donc notamment l'oil and gas et industrie extractive, et notamment parce que soumis à autorisation, donc il y a un droit de regard assez fort aussi des autorités. Et je pense qu'il y a un dernier prisme, avant de prendre la prochaine question, c'est le prisme également de l'abus de droit et du montage artificiel, parce que avant même d'avoir cette réflexion sur existe-t-il ce dispositif-là, les administrations fiscales ont tendance parfois à considérer que l'interposition d'une holding, quand il n'y a pas de substance, notamment peut être artificielle, et donc de remettre en cause l'interposition de cette holding sur un fondement donc d'abus de droit ou de montage artificiel ou de manœuvre frauduleuse, et donc d'appréhender en fait la plus-value de cession indirecte directement au niveau du pays. Donc c'était nos réponses entre guillemets à cette question sur les cessions indirectes, la taxation des cessions indirectes. On a une autre question donc sur dans le même cadre dans le cadre de l'acquisition et du sort des attributs fiscaux et notamment des pertes fiscales. Je pense qu'on a le cas notamment en RDC. Donc Yves, est-ce que tu veux dire un mot sur effectivement la notion de changement d'activité dans le cadre d'une acquisition et de perte des attributs fiscaux ou des pertes fiscales? Oui, alors le gros problème, c'est que c'est extrêmement flou, y compris dans la loi. C'est-à-dire que grosso modo, il y a une disposition de l'ordonnance de 69 qui est le texte majeur de la réglementation fiscale en RDC qui prévoit que même si jamais la structure juridique de la cible ne change pas, à partir du moment où il y a un changement de contrôle ou un changement d'activité qui fait que, et c'est les mots du texte, que la société n'est plus tout à fait la même, donc on est vraiment dans l'à peu près, à ce moment-là, les pertes reportables cessent. En fait, on ne peut pas reporter les pertes. Et on a vu l'application de ce texte, notamment par exemple récemment sur une société qui intervenait dans le IT, et où il y avait eu, alors non pas changement d'activité, mais un changement de contrôle. Autrement dit, le critère de ce texte-là, il y avait une discussion qui avait été engagée à ce niveau-là. Est-ce qu'il fallait qu'il y ait à la fois un changement de contrôle et changement d'activité? Et en définitive, en pratique, on a observé que non, il suffisait qu'il y ait un changement de contrôle pour que l'administration fiscale vienne utiliser ce levier, je dirais, pour fragiliser le deal et puis récupérer des recettes fiscales supplémentaires, etc. Donc point d'attention absolument fondamental. Au Sénégal, c'est plutôt clair. Si tu optes pour le régime des fusions, le régime de faveur, tu ne peux pas te prévaloir des déficits antérieurs. Par contre, si c'est juste des cessions d'actions ou des cessions d'actifs, là, la société continue, il n'y a pas de problème. Là, tu continues comme de bien entendu. Mais si c'est une fusion, un accord partiel d'actifs ou une scission, et que tu demandes à te placer sous le régime de faveur des M&A, tu perds le bénéfice des déficits antérieurs de la société absorbée. Et il y a un cas classique aussi pour lequel il faut faire attention, c'est qu'aujourd'hui, Badara en parlait, donc parlait des succursales, et aujourd'hui, quand la durée de vie d'une succursale peut être limitée quand elle est détenue par une société étrangère hors espace OHADA, et dans le cas donc de l'apport, donc au bout de 4 ans, on devra apporter cette succursale à une société de droit existante ou à créer. Et donc dans le cas de cet apport de cette succursale, et donc de l'apport de l'activité, si jamais il y a des attributs fiscaux, crédits de TVA ou pertes fiscales générées au niveau de cette succursale, il peut y avoir au moment de cet apport en société justement une remise en cause de la perte, une remise en cause de ces attributs fiscaux. Donc c'est un point important également lors du passage de succursale à société de bien monitorer la perte de ces attributs fiscaux. On a une question également donc Badara pour toi sur le Sénégal, puisque tu as mentionné sur le paiement le paiement des intérêts, l'absence, l'introduction en tout cas dans le projet de loi de finances de l'absence de déduction de la TVA pour compte de tiers sur ces intérêts. Il me semble que il y avait déjà, il y a eu aussi un renforcement de cette absence de déduction de TVA sur les revenus qui seraient pas soumis à une retenue à la source. Donc, est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette, je dirais, spécificité aussi du Sénégal à rejeter la déduction de la TVA sur certains flux sur lesquels il n'y aura pas de retenue à la source, et là spécifiquement maintenant sur les intérêts?
Jusque-là, c'était juste à la condition, et s'il y avait une retenue de la source, la TVA devenait déductible. Ils ont enlevé ce lien. Hein. Ils ne demandent plus qu'il y ait une retenue de la source. Ce qu'ils ont dit maintenant, c'est que la TVA sur les prestataires étrangers n'est déductible que pour les cas de transfert de technologie, transfert de savoir-faire. Donc, du coup, c'est par extension, on s'est dit que la TVA sur les intérêts payés à l'étranger, mais du coup, immédiatement, ne serait plus déductible puisqu'il ne s'agira pas de transfert de savoir-faire. Mais c'est un projet de texte, nous avons vu la dernière version qui n'est pas encore votée, mais nous pensons qu'il risque de ne pas être modifié d'ici 31 décembre. J'en ai parlé au directeur de la législation la semaine dernière. Je ne suis pas sûr qu'ils aient eu spécifiquement l'intention d'exclure la TVA sur les intérêts, mais ça devient une conséquence. Et la conséquence, c'est que tous les levées de fonds qui se feront au Sénégal de l'étranger vont avoir un surenchérissement de 18%. Je ne sais pas s'ils vont modifier ou pas. Je ne crois pas qu'ils modifient ça. Mais s'ils le maintiennent, il y a 18% de coûts supplémentaires sur tous les levées de fonds du Sénégal vers l'étranger. Merci Badara. Une dernière question pour clôturer donc notre webinaire. Yves, elle concerne les règles de local content que tu as évoquées. Donc en RDC, aujourd'hui, on a une loi sur le local content qui est peut-être un petit peu floue et dont peut-être les opérateurs privés ont du mal à appréhender les contours. Est-ce que tu peux nous dire, juste pour terminer ce webinaire, nous dire quelques mots sur cette loi de local content? Alors oui, Jean, je pense que tu fais référence, ou en tout cas celui qui pose la question fait référence à la loi sur la sous-traitance dans le secteur. Exactement, oui. Et en fait, alors c'est une loi qui date de 2017, qui a connu, je dirais, il y a eu une grande histoire en RDC. Il y a eu énormément de discussions dans le sillage de cette loi. Il y a eu des décrets d'exécution qui ont été mis en place. Il y a eu des assises de concertation qui ont été effectivement tenues en mars 2020 avec un procès-verbal qui a été signé par les parties en juin 2020. Parce qu'en définitive, la définition qui a été apportée dans la loi sur la sous-traitance, de la notion même de la sous-traitance, elle peut être interprétée de façon extrêmement extensive. Et d'ailleurs, c'est le cas, c'est ce que fait l'autorité de régulation qui considère qu'il y a une autorité de régulation qui a été mise en place pour, je dirais, contrôler tout la sous-traitance. Et cette autorité de régulation considère qu'en définitive, il y a sous-traitance pas uniquement dans une chaîne de contrat, comme on le voit classiquement, je dirais, en droit français, mais toute forme de prestation de service, voire de fourniture de biens, pourrait être assimilée ou être qualifiée de sous-traitance par l'autorité de régulation. Et derrière, je dirais, l'impact est énorme, parce que sur un plan juridique, à partir du moment où vous êtes sous-traitant, vous devez avoir directement ou indirectement 51% de votre actionnariat qui est détenu par des personnes physiques congolaises. Alors la loi dit capital majoritairement détenu par des personnes physiques ou morales congolaises, et l'autorité de régulation a, elle, rajouté dans un communiqué de presse qui est quand même très surprenant. Si jamais c'est des personnes morales congolaises qui participent au capital, il faut qu'elles-mêmes soient à leur tour détenues majoritairement par des personnes physiques congolaises. Donc on retombe pratiquement sur un 49-51 extrêmement dur, avec une détention, encore une fois, je le répète, directe ou indirecte, par des personnes physiques congolaises. Donc c'est extrêmement impactant. Sur le plan juridique, il y a d'autres, je dirais, contraintes également en termes de passation du marché, en termes du paiement du prestataire, donc c'est extrêmement lourd comme régime. Et en termes de fiscalité, c'est extrêmement impactant également, parce que l'autorité de régulation est venue considérer que tous les sous-traitants devaient payer, alors pendant un temps c'était 5% des droits de 5% sur le montant qu'elles facturaient, donc, et ces droits devaient être payés à l'autorité de régulation. Ce qui fait de l'autorité de régulation, je dirais, le plus gros collecteur de taxes du pays. Et en fait, dans le cadre de la concertation, ces droits de 5% sont tombés à 1,2%. Alors, on attend encore, si vous voulez, des décrets modificatifs des premiers qui sont survenus en 2018. Il y a une série de décrets qui a été votés en Conseil des ministres et qui n'ont pas été encore publiés. Donc, on n'a pas une vision complète sur le dispositif final qui va encadrer cette notion de la loi sur la sous-traitance. Mais il est évident, et c'était effectivement un des points d'attention, quand on parle par exemple de structurer un deal sur la RDC,
Dans le secteur minier, par exemple, on va avoir, on a les sous-traitants miniers qui, dans la loi minière, bénéficient d'un régime de faveur, mais ils ne bénéficieront d'un régime de faveur qu'à partir du moment où ils respecteront également la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Donc, local content, absolument énorme en RDC. Merci beaucoup Yves. Il est 10h30. Je pense que on a terminé pour ce webinaire. Donc, je pense qu'on tenait à vous remercier pour votre participation à tous. On espère vous retrouver la semaine prochaine pour le 3e et dernier webinaire de cette série TAS Campus Afrique digitalisée.